Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans le journal de l'économie. On démarre avec le sommaire. 7 milliards de dollars, c'est la somme que la Côte d'Ivoire entend mobiliser au mois de mai à Paris. C'est à l'occasion d'une conférence avec des investisseurs publics et privés. L'Afrique du Sud ne lèvera pas le moratoire international de cornes de rhinocéros. C'est ce qu'a décidé le comité d'enquête mis sur pied pour débattre du sujet. Enfin au Togo, l'UEMOA et le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel appuient la politique nationale de sécurité alimentaire. Je le disais à l'instant, la Côte d'Ivoire va organiser au mois de mai dans les locaux de la Banque mondiale à Paris une conférence avec des investisseurs publics et privés. L'objectif de cette conférence est de promouvoir la vision et les stratégies de développement impulsées par le président Alassane Ouattara afin de mobiliser 4 425 milliards de francs CFA, soit 7 milliards de dollars. Cette somme servira notamment à financer l'ambitieux programme quinquennal de développement du président Ouattara qui conduira en personne la délégation ivoirienne à Paris. Nous restons en Côte d'Ivoire, cette fois-ci pour nous intéresser à la direction des douanes qui, depuis quelques mois, a commencé un travail colossal en son sein. L'objectif est de débarrasser les douanes ivoiriennes des brebis galeuses qui ternissent son image en procédant à l'enrôlement de tous ses agents. Comment se déroule cette opération conduite par la société Palmarès Technologies? Élément de réponse dans ce reportage. Commencé en septembre 2015, l'enrôlement des agents des douanes ivoiriennes aura permis d'assainir considérablement ce corps de métier. Le matériel utilisé s'apparente à une valise diplomatique. À l'intérieur se trouve le kit d'enrôlement. Ce kit contient un ordinateur, un capteur d'empreintes pour l'acquisition des empreintes, une tablette de signature, un appareil photo, et puis des connecteurs pour pouvoir relier cela au réseau Internet. Grâce à ce kit, près de 5000 douaniers se sont déjà fait enrôler en Côte d'Ivoire. Le processus est simple et ne dure que 2 minutes à peine. Nous avons pris en compte une base de données existante de la douane ivoirienne et cette base de données nous a facilité la tâche lors de l'enrôlement. Lorsqu'un douanier se présente au niveau du poste d'enrôlement, nous lui demandons son numéro matricule. Lorsque nous faisons une recherche à partir du numéro matricule, nous avons toutes les informations telles que le nom et les prénoms, le sexe, la date, le lieu de naissance et toute autre information importante que la direction des ressources humaines nous a donnée. Et puis nous procédons à une mise à jour de cette fiche en ajoutant les empreintes digitales et la photo. Il faut dire que ces informations n'existaient pas auparavant au niveau de la base de données existante. Une fois les informations recueillies, nous imprimons une fiche au douanier afin qu'il procède à la validation de cette fiche. Une fois cette étape franchie, une deuxième phase de correction et de validation est imposée pour éviter tout risque d'erreur. Je prends l'exemple de lieu de naissance d'un douanier par exemple où c'est écrit Abidjan normalement. L'opérateur a eu à commettre une erreur et a mis Abidjan. Donc au cours de cette deuxième phase de validation et de correction, nous avons recensé toutes ces erreurs et limité des erreurs d'impression. La fiche de renseignement étant ainsi définitivement validée, la carte d'emploi biométrique du douanier enrôlé peut être imprimée et mise dans son étui. Elle remplace désormais cette ancienne carte peu pratique, encombrante et non sécurisée datant de 1966 et contient toutes les données professionnelles et certains renseignements personnels de l'agent détenteur.
L'Afrique du Sud ne proposera pas de levée de moratoire international sur le commerce des cornes de rhinocéros lors de la conférence mondiale de septembre qui abordera ce sujet très sensible. C'est en tout cas la décision prise par le gouvernement sud-africain, une décision qui fait réagir le président de l'Association des propriétaires privés de rhinocéros. On le suit. La dernière chose que nous voulons, c'est d'alimenter le marché. Mais la réalité, c'est qu'il existe une croyance selon laquelle la corne de rhino marche. Une perception similaire à celle qui fait vendre les produits de jeunesse, les produits de beauté vendus par l'industrie pharmaceutique tous les jours dans toutes les villes du monde. Malheureusement, c'est la réalité. Il existe une demande et nous pensons qu'en fournissant une offre légale et contrôlée, cela va réduire toute la fantasmagorie autour du produit et nous espérons que les gens réaliseront alors que le produit ne marche pas. With time, people will realize the product does not work. In the sale process, there are middlemen and there will be taxation. Dans le processus de vente, il y a des intermédiaires et il y aura des impôts. C'est ce qui nous reviendra au final. C'est un très faible pourcentage de ce que sera vendu la corne. Mais pour nous, le fait qu'il y aura un approvisionnement régulier diminuera le braconnage de nos animaux dans nos réserves. C'est ce qui nous motive. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais de sauver les rhinocéros. This is not about making money. This is about saving rhino. Après le Sénégal, c'est le tour du Togo d'être appuyé dans sa politique de sécurité alimentaire. L'appui vient notamment du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et de l'UEMOA. On fait le point avec notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé. La sécurité alimentaire, l'une des préoccupations de la politique du développement du gouvernement togolais, reçoit un appui de taille. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, apportent leur soutien à la mise en place d'un dispositif national de suivi et analyse des politiques et stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo. Le dispositif va permettre vraiment au Togo de mieux suivre la mise en œuvre de sa politique nationale, de ses stratégies qui concourent à la réalisation de la sécurité alimentaire. Cela va permettre de voir ce qui a bien marché, n'est-ce pas, en termes de mise en œuvre, ce qui a moins marché et clairement déboucher sur des recommandations pertinentes, n'est-ce pas, à l'endroit des décideurs pour qu'on puisse savoir sur quel levier agir pour venir à bout des problèmes d'insécurité alimentaire au niveau du Togo. Ainsi, pendant 2 jours à Lomé, des travaux qui ont pris fin ce 21 avril, les spécialistes en la matière ont élaboré le tableau de bord des indicateurs pour le suivi de la mise en place des politiques et stratégies de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, puis en ont proposé un projet d'acte administratif et une feuille de route pour son opérationnalisation au Togo. Le Togo est le 4e pays après le Sénégal, le Mali et le Tchad sur les 17 États que compte la région Sahel et l'Afrique de l'Ouest dans lequel le SILS conduit une telle mission. Toujours au Togo, la Banque islamique de développement a accordé des prêts de plus de 120 milliards de francs CFA au pays. On en parle juste après une petite transition avec Kazmi Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Casimir Pédio. Bonjour Inès. Alors, c'est près de 112 milliards de francs CFA accordés au Togo. Pourquoi faire? Pour financer la route, pour financer l'éducation et également pour financer l'énergie. Le Togo donc a choisi prioritairement ces différents sous-secteurs de l'économie pour pouvoir relancer son développement. Donc le Togo aujourd'hui vit une situation un peu critique en termes d'infrastructures routières. Lorsque vous devez quitter le nord pour le sud par exemple, la voie est pratiquement
impraticable. Ce qu'on appelle le corridor de l'UEMOA donc est pratiquement hors d'usage et ça pose un véritable problème aux pays de l'intérieur tels que le Burkina Faso qui font passer leurs marchandises sur cet axe-là. Il y a également le Mali qui fait passer également ses marchandises sur cet axe. Donc forcément, le Togo a aujourd'hui besoin de financement, de suffisamment de ressources financières donc pour relancer donc la reconstruction de cette voie-là. Le Togo a également obtenu de la Banque islamique de développement lors de la visite du président Faure en Arabie. Le Togo a donc également obtenu un financement pour l'électrification, notamment rurale. Il y a au total 46 villages qui seront identifiés, qui pourront bénéficier de l'assistance donc technique. Et enfin, 1500 enseignants pourront bénéficier d'une formation, d'un renforcement de capacité pour pouvoir relancer le système éducatif. Donc voilà la bonne nouvelle aujourd'hui que le Togo est en train de partager. Alors Kazmik Pedjo, de manière concrète, quel impact auraient tous ces investissements sur ce pays? Alors déjà que le Togo a renforcé sa capacité au niveau du port autonome et donc en concurrençant dangereusement le port de Cotonou, le Togo a besoin d'infrastructures routières aujourd'hui pour pouvoir conduire les marchandises depuis donc le sud pour les pays de l'Interland et également l'intérieur du pays. La voie dénommée corridor UEMOA traverse 5 zones économiques et donc il va falloir également renforcer ce couvert pour pouvoir conduire les produits agricoles vers le port autonome de Cotonou pour pouvoir les exporter vers les pays de l'Asie et également de l'Europe. Donc voilà en quelque sorte l'impact économique que pourrait avoir ce chantier-là à la fin des travaux prévus d'ici 5 ans. On devrait pouvoir avoir clair dans cette gestion-là si tout était géré dans la transparence. Donc voilà pour l'axe routier. Pour l'éducation, la formation aujourd'hui pose un véritable problème au niveau du Togo, en ce sens que les apprenants aujourd'hui ont de véritables problèmes en termes de qualité de l'éducation. Renforcer la capacité de 1500 enseignants forcément pourra permettre donc de relancer le système éducatif au niveau du pays et qui peut-être ira beaucoup plus vers une éducation adaptée à l'auto-emploi. Donc le Togo est également sur cette voie. Alors pour la question de l'énergie aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont ce problème de délestage et il va falloir électrifier davantage, surtout la communauté rurale, parce que les villes ont quand même une certaine aisance en la matière et aujourd'hui il faut amener des projets vers l'intérieur du pays pour pouvoir permettre quand même aux populations et aussi aux enfants de pouvoir disposer de l'énergie électrique pour pouvoir apprendre et faire face à leurs examens de fin d'année. Vous l'avez souligné, Kazmik Pedjo, 26,56 milliards de francs CFA vont justement être consacrés à l'électrification au Togo. Est-ce que cette somme-là va réellement suffire par rapport aux besoins énormes du pays? Le Togo, pour pouvoir régler tous ces problèmes entre griffes d'énergie, a besoin d'environ 100 milliards de francs CFA. Vous comprenez donc que le Togo... on est très très loin. Très très loin donc de ce montant-là, environ le quart, mais ça pourra quand même atteindre un certain nombre de foyers. Les populations pourront bénéficier. Vous